suis ici, c'est parce que j'ai des grands amis qui sont là, et en particulier Franck Juillet. Euh, mais c'est aussi la deuxième raison, c'est parce que je suis rentré en politique, moi, pour mettre en œuvre le principe de subsidiarité. Si on m'avait interrogé en 1970, quand je commençais à réfléchir à mon engagement électoral, avant c'était un engagement militant, mais si on m'avait demandé pourquoi veux-tu aller dans une municipalité ou dans une région ou au niveau national, j'aurais répondu pour mettre en œuvre le principe de subsidiarité. Alors j'allais me dire que j'étais un peu fêlé, un peu spécial. Non, j'avais été très bien formé par un certain nombre de maîtres qui m'ont appris non seulement à lire la Bible, comme vous le faites si bien, mais aussi à lire toute la doctrine sociale de l'Église. Et j'ai baigné là-dedans, et j'ai baigné donc dans le principe de subsidiarité. Car le principe de subsidiarité, c'est quoi d'abord? C'est une notion de la personne. Vous ne pouvez pas parler de principe de subsidiarité si vous ne parlez pas de la personne. Puisque le principe de subsidiarité, c'est faire confiance. Et c'est faire confiance à une personne, pas un individu, c'est pas un numéro, c'est une personne, c'est-à-dire quelqu'un qui est incarné, qui a des relations, qui peut prendre des responsabilités et qui peut agir au service de la collectivité. J'y reviendrai parce que je pense que c'est très important. La grande différence entre la société technocratique, la société despotique, la société tyrannique, la société moderne, la société mécanique et la société de la subsidiarité, c'est une société qui ne fait pas confiance, qui a des algorithmes, qui a des systèmes, qui a des méthodes, qui impose, et l'autre, c'est une société qui fait confiance. Elle fait tellement confiance qu'elle vous dit tout ce qui peut être fait au plus proche de la personne doit être fait au plus proche de la personne. C'est-à-dire que l'homme politique qui est en acte, chaque fois qu'un problème lui est posé, il se dit est-ce que ce problème peut être résolu au plus proche de la personne? Et c'est ce que je vais essayer de décliner avec vous durant quelques instants, puisque j'ai sans doute que le poste où j'ai pu mettre en œuvre le plus le principe de subsidiarité, c'est le poste de conseil régional, de président du conseil régional, parce que j'avais une collectivité qui était nouvelle, et j'ai pu en fait initier un certain nombre de réformes, un certain nombre de mises en œuvre, j'allais dire sans pesanteur historique, et j'ai pu aller avec tous mes collègues qui partageaient les mêmes convictions. Alors je ne dis pas que je ne les ai pas un peu influencés, parce on avait des discussions très très longues sur tous ces sujets-là, et les conseils que je faisais tous les vendredis matins au niveau de la région avec tous mes vice-présidents, avant d'aborder une question, on se posait le problème de savoir comment résoudre un problème. On n'avait pas d'a priori. Et je vais vous en donner un certain nombre d'exemples. Et puis après, si vous voulez, on reviendra sur la théorie. Le premier exemple, je vais vous donner un exemple très, très concret. C'est des paysans, éleveurs, fabricants des fromages, ils sont 7. Ils descendent des montagnes, pour ceux qui connaissent la région, c'est les Bauges. Et ils viennent me voir, ils me disent, on avait une fromagerie, on a un fromage qui était extraordinaire. Maintenant, on n'est pas assez nombreux, on n'a pas assez d'argent, on va fermer la fromagerie. On va quitter nos champs, puisqu'on n'arrive plus à gagner de l'argent. Et puis on va aller en ville travailler. Et moi, j'avais ce problème-là devant moi, c'est-à-dire que j'avais toute une montagne qui allait se désertifier. J'avais une activité économique qui allait disparaître. J'avais un élément du patrimoine, que j'insiste bien, qui allait disparaître. C'est-à-dire, c'est l'identité d'une région. Et c'est donc, ça touche à la personne. C'est-à-dire, une personne, c'est pas quelqu'un d'abstrait, c'est quelqu'un d'incarné. Donc, il a une identité. Or, le fromage des Bauges, ça fait partie de l'identité des gens de là-bas. Et j'avais ce problème qui m'était posé en me disant, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Eux, ils me disaient, ils sont venus me voir en me disant, c'est simple, Charles, parce qu'ils me connaissaient tous, tu vas nous donner de l'argent et puis tu vas nous porter, tu vas nous subventionner.
Or, ça va contre ma philosophie, puisque je ne veux pas faire d'un système d'État-providence. Un État-providence, c'est un État qui tue l'activité d'une personne, et c'est un État qui tue le principe de subsidiarité. Donc je leur dis non, moi, je ne vais pas vous subventionner, il n'est pas question. Mais par contre, j'ai envie que vous réussissiez. Et à ce moment-là, avec eux, j'ai passé sans doute plus de 2 ou 3 jours, j'ai réfléchi à savoir comment, eh bien, mettre en œuvre le principe de subsidiarité avec eux pour que ça aille dans le bon sens. Alors, la première chose qu'on s'est dit, il n'y aura jamais de subvention de fonctionnement. Car s'il y a des subventions de fonctionnement, ça signifie que la région se substitue à l'acteur. Donc c'est l'inverse du principe de subsidiarité, c'est-à-dire ce n'est pas, on va subventionner la personne qui est sur le terrain par une personne qui est loin du terrain et qui va donc à ce moment-là diriger puisqu'elle va subventionner. Donc il n'y avait pas question. Donc pas de subvention de fonctionnement. La deuxième chose, c'était de dire mais s'il n'y a pas de subvention de fonctionnement, comment on va faire? On va essayer de se trouver des alliés sur le terrain. Et à ce moment-là, on a commencé à regarder s'ils pouvaient avoir des revenus de complément. C'était le moment où se lançaient les stations de ski et où ils avaient un vrai problème, c'est-à-dire qu'ils avaient le foin. Si le foin n'était pas coupé, le foin se couchait. C'est très concret, le principe de subsidiarité. Le foin se couchait et vous aviez des avalanches. Donc les stations de ski ne marchaient pas parce que les paysans n'avaient pas coupé le foin puisqu'ils avaient disparu. Donc on est allé voir les stations de ski, on leur a dit nous on est d'accord pour rester, mais il va falloir que vous nous achetiez notre prestation, puisque nous on va couper le foin, c'est une prestation. On est au plus proche de la réalité, puisque c'est nous qui allons permettre à vos stations de ski de tourner sans risque d'avalanche, puisqu'on va nettoyer en fait vos pentes. Et eux ils coupaient le foin, ils récupéraient le foin bien évidemment pour leurs bêtes après. Donc on a regardé tout ça et on a commencé à travailler. Troisièmement, on s'est dit mais si le fromage est bon, il faut qu'il soit reconnu. Et je leur ai dit, mais il va falloir vous battre maintenant pour pouvoir avoir ce qu'on appelle une protection, ce qu'on appelle les appellations d'origine contrôlée. Et je leur ai dit, on va se battre. Et vous allez aller vendre votre truc. Soit il est mauvais, dans ce cas on arrête, soit il est bon, on le fait valoir, on le fait reconnaître. Et on l'a fait reconnaître, au niveau départemental, régional, national et même européen. Et c'est devenu le fromage des Bauges, que vous achetez pour ceux qui aiment bien le fromage régulièrement. Si vous ne savez pas où aller, il y a une boutique qui est juste à côté du Sénat, ici, à Paris. Et puis, quand j'ai fait tout ça, on s'est dit, mais alors maintenant, la fromagerie, elle tourne plus. Et je leur ai dit, mais moi, je vous donne une subvention d'équipement. Parce que je vous fais confiance, je vous donne l'équipement, je vous le paye une fois, jamais deux. Et vous allez me faire un budget de fonctionnement. C'est pas moi qui vais le juger parce que je suis complètement incompétent. Ça va être la profession qui va le superviser. Et puis on va partir. Et on est parti et ça a marché. Maintenant ils sont plus d'une trentaine. Tous les champs sont fauchés. Le fromage est vendu. La fromagerie tourne. Les stations de ski sont contentes, etc. Alors vous allez me dire ça a fait un peu miracle. Non, c'est pas miracle. Parce qu'à partir de cette expérience-là, dans la région Rhône-Alpes, ça s'appelle les programmes intégrés de développement agricole, on a fait 80 initiatives de ce type-là. On a fait les noix de Grenoble, on a fait les poulets de Bresse, on a fait le vin de tel endroit, on a fait les plantes aromatiques de tel autre, etc., etc. Et on a couvert la région avec 3 critères, les acteurs locaux, le patrimoine local et l'activité économique rentable. Et vous allez me dire, mais ça paraît tout simple. Et oui, c'est tout simple. Parce que le principe de subsidiarité, c'est tout simple. C'est de faire confiance aux gens qui ont et la compétence et la volonté, en fait, de mettre en œuvre un certain nombre de facteurs de production en respectant la personne sur le terrain. Alors, c'est un exemple qui est très concret, qui aujourd'hui, en fait, aurait pu révolutionner l'agriculture française, à mon avis. Je regrette qu'une seule chose, c'est que ça n'a pas été élargi et dans le champ national et dans le champ européen. On a continué la politique des subventions avec la politique agricole commune, qui a tué l'agriculture dans plein de régions d'Europe.
parce qu'on n'a pas appliqué le principe de subsidiarité, car s'il y a un lieu où il n'est pas appliqué, c'est sans doute les structures européennes, parce ils ont lu à l'envers. Tout ce qui ne peut pas être fait en haut peut être fait en bas. C'est pas vrai, c'est l'inverse. Et quand vous écoutez Delors, vous avez aller voir les écrits de Delors, il est peut-être pas très très intelligent, il a lu à l'envers ce qu'est un principe de subsidiarité. D'où d'ailleurs la catastrophe de la politique agricole commune. Et je crois qu'il faut bien, et je pense que je discutais tout à l'heure avec madame qui vient d'Haïti, je pense que le grand problème des élus locaux, c'est qu'il faut leur apprendre un certain nombre de principes tout simples. Tout ce qui peut être fait au plus proche du terrain doit être fait au plus proche du terrain. Je vais vous donner un deuxième exemple. Je prends que des exemples vécus que j'ai pris dans ma région. C'est le problème éducatif. Alors quand vous prenez la situation française, c'est simple, le système éducatif, je pense que c'est le système le plus centralisé qui existe dans le monde. Donc c'est la Révolution française qui a voulu ça, après l'Église, Jean Convéin, qui avait déjà fait un peu de mal avant la Révolution française, puisqu'il avait tout centralisé, et que, au lieu que ce soit les familles qui choisissent l'éducation des enfants, c'est un système, on met les enfants dans un système. Ce n'est pas la liberté pour les parents de choisir l'éducation des enfants, même s'il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites, et que maintenant, il y a même beaucoup de choses qui sont faites, depuis la Fondation pour l'école avec Anne Coffinier, et puis un certain nombre de développements qui sont mis en œuvre. Et au niveau de la région, on a lancé un immense plan à un moment donné, qui s'appelait le permis de réussir. Et le permis de réussir, la première phrase du permis de réussir, c'était un petit bouquin qu'on avait écrit, où il y avait plein de réformes qu'on a essayé d'initier, c'était il n'y a pas deux enfants identiques. Et du fait qu'il n'y a pas deux enfants identiques, il ne peut pas y avoir un seul mode pédagogique. Car si on veut véritablement l'égalité des chances, il faut pouvoir en fait donner les chemins différents. Puisqu'il y en a qui vont être surdoués, d'autres qui vont être moins doués, il y en a qui vont avoir une intelligence intellectuelle, d'autres une intelligence pratique, il y en a qui vont avoir une intelligence artistique, d'autres une intelligence extrêmement pratique et mathématique. Pour ceux qui ont des enfants, ils le savent bien. Je pense qu'il y en a ici qui savent bien ce à quoi je fais référence. Moi, j'ai 6 enfants, je n'en ai pas un qui est identique à l'autre. Donc, à partir de ce moment-là, si vous allez au bas, vous allez discuter avec les parents, comment elle va faire. Et puis il y a des parents qui vont vous dire, moi j'ai un enfant qui a une intelligence pratique, j'aimerais bien avoir une formation par alternance. Puis il y a l'autre qui va vous dire, moi j'ai un truc, il a le goût de l'art artistique, j'aimerais bien lui faire une école où il y a une dimension artistique. Puis le troisième qui va vous dire, moi il est très classique, lui il veut faire latin, grec, etc. Et on se dit, mais alors comment il faut faire? Il faut l'autonomie des établissements. Et aujourd'hui, moi, je salue ce qui se passe, même si je n'ai pas voté Macron, je l'avoue publiquement. Je salue quand même le ministre de l'Éducation actuel, qui l'a compris, lui, et qui, dans son premier discours, vous dit la chose importante, c'est l'autonomie des établissements. Mais nous, on l'a dit il y a 30 ans, à Rhône-Alpes. Et on s'est dit comment faire pour pouvoir donner à chaque établissement, qu'il soit public, qu'il soit privé, le sentiment d'autonomie. Et on leur a dit à ce moment-là, moi je leur ai dit, je vais vous subventionner. J'avais pas le droit de le faire, mais j'ai pris le droit. Parce qu'en plus, il faut dire les choses qu'elles sont, quand vous voulez, vous pouvez. Je leur ai dit, je vous donne une subvention pour pouvoir compléter vos projets d'établissement, à condition que vous définissiez votre projet. Donc vous allez vous mettre, c'est vous qui êtes le plus bas. Donc vous allez vous mettre, vous les profs, les parents, les membres de l'administration de l'éducation, c'est-à-dire le proviseur, et puis tout cela, et puis même les acteurs de la ville, puisque vous êtes inscrit dans un pays ou dans une ville, vous allez vous définir votre établissement, vous allez lui donner une vocation propre. Alors l'enseignement libre avait déjà inventé ça avant, mais j'ai demandé ça à tout le monde. Et j'ai fait des grandes assises au niveau de la région en disant à tous les proviseurs, je vous demande de le faire au niveau que je vous demande, je vous sollicite. Et si jamais vous avez un projet qui a besoin en fait d'avoir un soutien financier, on passe un contrat. Et alors le lycée par exemple, je vais vous donner des exemples extrêmement précis.
le lycée qui était dans la Drôme et l'Ardèche, où à l'époque il y avait plein de touristes qui venaient de Hollande, du nord de l'Europe. Ils avaient besoin d'avoir en fait des gens qui pratiquent ces langues-là pour pouvoir accueillir ces touristes et donc créer des petits, ce qu'on appelle des emplois complémentaires pour un paysan, pour un restaurateur, etc. Et ils ont fait un programme accueil touristique dans notre région. Et on leur a donné les crédits pour ça. Alors ça vous paraît sans doute un peu folklorique. C'est pas folklorique, c'est le début. Vous mettez le verre dans le fruit. C'est un verre positif, ça. Vous mettez le verre dans le fruit, et peu à peu, les gens se disent, mais on va peut-être pouvoir réorganiser notre lycée. On va pouvoir avoir des rythmes scolaires peut-être différents. On va peut-être pouvoir avoir des gens qui vont venir témoigner. Et vous avez la pédagogie qui se transforme tout doucement. Je vais vous en donner des illustrations, toutes simples. C'est l'illustration, on a mis au point avec les entreprises un système d'orientation qui s'appelait l'orientation Rhône-Alpes, ORA, où dans tous les établissements, il y avait à un moment donné les gens du monde économique qui venaient expliquer les professions qu'ils offraient, et il y avait en fait des experts, quoi, des orienteurs, ce qu'on appelle les orienteurs, qui prenaient les jeunes et qui essayaient de faire le joint. Et tout doucement, on est rentré et on a transformé nos établissements. Ça nous a pris longtemps. On est même allé très très loin, puisque j'avais proposé d'ailleurs de payer les professeurs un petit peu plus que ce qu'ils n'étaient payés, en disant il y a deux types de professeurs. Il y a les professeurs qui sont professions libérales, qui viennent faire leurs cours, puis qui se taillent après. Puis il y a des professeurs qui sont des éducateurs, qui arrivent le matin à 8 heures, qui partent le soir à 8 heures, qui sont toute la journée dans leur bureau et qui reçoivent les parents, qui reçoivent les enfants, qui reçoivent ceux qui n'y arrivent pas pour pouvoir les tirer, etc. Et je voulais donner une prime à ceux qui restent 8 heures. Je n'ai pas pu, puisque l'État centralisateur français s'y est opposé, mais par contre, j'avais lancé une opération, quand je dis je, c'était la région, hein, une opération qui était de construire des vrais bureaux pour ces professeurs-là, comme des cadres supérieurs, où ils pouvaient avoir téléphone, ils pouvaient avoir une petite bibliothèque, ils pouvaient recevoir, etc. Pour qu'effectivement, eux qui étaient là toute la journée dans le lycée, ils avaient un lieu où ils pouvaient, un, réfléchir, deux, méditer, trois, se reposer, quatre, travailler, et cinq, recevoir et faire vivre. C'est un exemple qui vous paraît peut-être secondaire, ça n'empêche que ça a complètement transformé les mentalités. Et quand on a abordé le problème de l'alternance, on est arrivé à faire sauter tous les verrous, puisque alors là, on avait les moyens juridiques. C'est-à-dire que ce qui était proposé dans certains programmes électoraux de la dernière présidentielle, nous l'avions mis en place 30 ans avant, c'est ce qu'on appelle les CFA, les centres de formation pour apprentis, et on le faisait avec les professions, et non pas avec le cadre imposé par l'éducation nationale, pour permettre aux jeunes d'avoir, comme en Allemagne, la possibilité de faire une formation par alternance, et à ce moment-là, d'avoir une ouverture pour celles et ceux qui avaient une intelligence pratique plus qu'une intelligence purement intellectuelle. On n'a fait qu'une seule chose, c'est mettre en œuvre le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on est allé au plus bas et on a vu avec les acteurs. C'est le deuxième exemple. Troisième exemple, c'est la culture. J'en parlais à madame tout à l'heure, j'avais plein de problèmes moi, avec la culture. Parce que je subissais tous les lobbies. Alors, j'avais tous les lobbies, c'était les lobbies les plus gauchistes d'ailleurs, parce que c'est dans ce domaine-là, c'est plutôt ça, qui venaient m'expliquer qu'il fallait absolument que telle pièce soit jouée, parce que c'était la pièce à la mode, c'est une pièce complètement immorale, qui était inverse à toutes les convictions les plus simples et les plus fondées dans notre société. Et puis j'avais un autre qui venait et qui me présentait des projets complètement aberrants, complètement destructeurs, immoraux, etc. Puis j'en avais plein. Et chaque fois, je ne pouvais pas dire non, parce que dès que je disais non, on me traitait de fasciste, on me traitait d'homme qu'il fallait enfermer, parce que je ne voulais pas m'ouvrir sur le monde moderne, etc., etc. Donc j'ai réuni en fait tous mes présidents et vice-présidents, et je leur ai dit, qu'est-ce qu'on fait?
on continue à faire ça, mais ça va exactement à l'inverse de nos convictions. C'est-à-dire qu'au lieu d'amener les gens à avoir une ouverture sur la culture, on les enferme dans des schémas qui sont des schémas destructeurs et qui vont complètement abîmer nos enfants. Je ne pense pas qu'on fasse très bien. Et là, on a pris une décision, c'est-à-dire de retourner au plus proche de la personne, d'aller au plus proche du citoyen. On a dit, bah, c'est eux qui vont choisir. C'est ceux qui vont aller dans les musées, qui vont aller dans les cinémas, qui vont aller dans les librairies, qui vont aller dans les musées, qui vont aller dans les expositions, qui vont aller dans les festivals, qui vont décider. Et on a créé le chèque culture. C'est la région Rhône-Alpes avec nous on a créé le chèque culture. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'on a fait un chéquier qu'on vendait, je me rappelle à l'époque 50 francs. Il y avait, si j'ai bonne mémoire, 14 chèques et on les vendait aux étudiants et aux grands lycéens. Et on leur disait après, alors ils achetaient ça 50, mais ils en avaient à l'intérieur au moins pour 300, 400 ou 500 francs. Et nous, on récupérait les chèques après et on payait aux établissements qui avaient reçu les chèques. Et donc les enfants sont allés choisir les musées qui les intéressaient, ils sont allés choisir les cinémas qui les intéressaient, ils sont allés choisir les théâtres qui les intéressaient. Mais je vais vous donner le résultat. Tout ce qui était destructeur, immoral, inconvenant, etc., a disparu en une année. Tout. Il n'en est pas resté un seul. Alors, ils sont venus me voir après en me disant que j'avais mis un système horrible. J'ai dit, ben non, c'est pas moi qui ai décidé, c'est eux. Parce qu'en fait, quand vous allez au plus bas, et c'est pour ça qu'il faut faire confiance, si les parents sont là pour accomplir leur mission, si les professeurs sont là pour pouvoir éclairer, etc., vous n'avez aucun problème. Hein. Ils choisissent pas ce qui est mauvais, ils choisissent ce qui est bon. On a fait passer à l'époque les fréquentations des musées de 3 à 17% par les jeunes. Et on est arrivé en fait à amener les jeunes à acheter des livres, parce qu'on avait mis un chèque ouvrage, et on avait vu avec les libraires pour qu'ils leur expliquent les livres qu'il faut acheter, etc. etc. C'est-à-dire on avait mis un système d'éducation, j'allais dire, avec même les vendeurs. Et ce que je voulais simplement vous dire, c'est qu'à partir de ce moment-là, le principe de subsidiarité est appliqué, mais alors vraiment dans sa pureté. C'est-à-dire que tout ce qui peut être fait au plus proche de la personne, c'est-à-dire là au plus proche du consommateur, hein, dans le cas précis, mais vous le mettez au plus proche de la personne, vous placez simplement un cadre pédagogique, c'est le boulot des parents, c'est le boulot des écoles, c'est le boulot des lycées, et ça a marché. Ça a tellement bien marché que le conseil régional d'Île-de-France, qui était socialiste à l'époque, qui était dirigé par M. Huchon, a appliqué le chèque culture, et que le chèque culture a été généralisé dans un certain nombre d'institutions, déformé, je reconnais, dans d'autres, mais qu'il a été appliqué. Donc c'est le troisième exemple du principe de subsidiarité. Et c'est là où vous voyez que, vous pouvez nettoyer, c'est-à-dire éliminer, je vais dire, les scories, et puis en même temps, vous pouvez mettre en place un système de responsabilité, responsabilité des parents, responsabilité des éducateurs, responsabilité des libraires, responsabilité des gérants de cinéma. On avait réuni tous les gérants de cinéma en leur disant qu'ils n'avaient pas le droit de mettre des films n'importe quoi, que c'était un problème d'éducation, que c'était pas un... Et on leur avait expliqué, et on leur avait appris les parcours pédagogiques pour les enfants. Alors, c'est le troisième exemple qu'on peut donner. Le quatrième exemple, c'est un exemple qui, lui, relève j'allais dire de l'économie. Maintenant, je vais quitter un petit peu la culture. Non, je vais revenir à la culture 2 minutes. C'est que les gens qui ont vu leur subvention disparaître, parce que leur production était nulle, et même parfois immorale, sont venus me voir en me disant « Oui, mais vous êtes contre la création culturelle. » C'est-à-dire qu'avec votre système, vous faites du consumérisme culturel, ils m'ont expliqué. J'ai dit « Ah bon ?» Ils m'ont dit « Oui, puisque en fait, quand quelqu'un invente l'art cubique ou l'art moderne, mais il n'est pas acheté tout de suite.
Donc vous êtes contre la création culturelle. Et là, j'ai eu la réponse, heureusement pour moi d'ailleurs, j'ai eu la réponse de 2 associations qui sont venues moi, qui m'ont dit, n'écoutez pas en fait ces personnes-là, nous on est au proche des gens, on va vous mettre en relation avec les fondations, et j'ai été mis en relation avec plein de fondations qui existent, simplement elles n'avaient besoin que d'une seule chose, c'est qu'on les voit, qu'on discute avec elles, et qui existent, qui sont financées par des fonds privés, ou qu'on peut abonder et qui font, pour les unes, développement de musées dans les petites communes, pour les autres, l'aide à la création culturelle pour pouvoir aider des jeunes à faire de la peinture, de la sculpture, de l'électronisme, etc. Et puis 3, pour ceux qui font de la fondation du patrimoine, pour pouvoir rénover le patrimoine et permettre au patrimoine de garder en fait ses trésors. Et c'est à partir de cette fondation, donc on revient là toujours au plus bas, au plus bas du niveau, le principe de subsidiarité, vous allez au plus bas, vous allez au proche de la personne et vous vous apercevez qu'à ce moment-là, les problèmes se résolvent. Quatrième point, c'est les calamités agricoles. Je vais vous donner 5 exemples, puis après on parlera de fond. La calamité agricole, chaque année, j'avais les paysans qui venaient me voir, qui nous avaient fait tellement chaud que c'est très mauvais, on n'a pas gagné, il faut que vous nous subventionnez. Puis l'année d'après, ils venaient me voir, ils me disaient, il fait tellement froid, on n'a pas un peu eu travailler, il faut que vous nous subventionnez. Puis la troisième année, c'était, il y a eu trop de grêle, et chaque fois, alors à un moment donné, j'aurais dit, attendez, vous allez vous arrêter, vous allez prendre vos responsabilités, c'est à vous, parce que c'est pas à moi de le faire. Il existe des assurances agricoles, et il y a un agriculteur qui est là, qui le sait bien, et c'est Groupama qui s'est lancé, j'ai passé un accord avec Groupama, et Groupama a dit, ben, on va étudier les questions, et à ce moment-là, je leur ai dit, moi, collectivité publique, j'amorce, je vous paye vos primes la première année, et après, vous y allez. Ça a tellement bien marché que la France entière l'a copié, puisque le gouvernement a repris le système, et qu'aujourd'hui, vous avez des assurances pour les calamités agricoles. Je passe sous le contrôle d'un responsable agricole. Mais c'est exactement toujours le même principe. Il faut retourner à la base et leur donner la responsabilité. Et le dernier point, puis j'en aurais terminé, c'est ce qu'on appelle les ateliers autonomes d'entreprise. Parce qu'on n'a rien inventé, ça a tout existé avant. Mais simplement, comme la France est un pays qui s'est complètement ankylosé dans l'État-providence, et ce, surtout depuis 1945, avec l'État-providence, vous avez tué toutes les initiatives locales, vous avez tué tout le tissu diversifié, puisque c'est l'État qui est providence, c'est-à-dire que c'est lui qui pourvoit à tout, c'est lui qui pense à tout, c'est lui qui conçoit tout, c'est lui qui met tout en œuvre et qui en fait étouffe tout. Et qu'à partir de ce moment-là, ben, vous avez des consommateurs, vous avez des gens qui mettent en œuvre, vous avez des salariés, vous avez des fonctionnaires, mais vous n'avez pas en fait d'acteurs. Et Hyacinthe Dubreuil, en 1930, avait pensé à ça et avait expliqué que dans les grandes entreprises où il y avait en fait cette tendance, c'était pas l'État-providence, c'était l'entreprise-providence, c'était les grandes entreprises paternalistes, il avait lancé ce qu'on appelait les ateliers autonomes d'entreprise, où par une négociation qu'il menait avec le patron, il installait des ateliers autonomes qui étaient autogérés et où on définissait et son rythme de travail, et son niveau de formation, et son mode de formation, et son mode d'organisation, etc., etc., et même son mode de rémunération. Que ça a donné en fait des résultats dans toutes les entreprises qui ont été renommées pour leur paternalisme, elles se sont transformées tout doucement. Ça a été le cas chez Michelin, ça a été le cas chez Schneider, ça a été le cas dans les entreprises de la région de Grenoble et de la région d'Alsace. Et on a vu apparaître ce type d'atelier qui a responsabilisé les gens qui sont dans l'entreprise. Voilà, je vous ai donné quelques exemples, pas beaucoup, je peux quand même continuer longtemps, hein, je pourrais, si vous voulez, on peut aller jusqu'à demain matin, mais le principe de subsidiarité, c'est un principe qui est révolutionnaire. Et que vous avez, quand vous prenez le monde économique et le monde politique, vous avez 2 types de gens. Hein. Vous avez ceux qui appliquent le principe de subsidiarité, c'est ce qu'on appelle les ordolibéraux, c'est ce qu'on appelle les libéraux humanistes, c'est ce qu'on appelle les indépendants, c'est ce qu'on appelle ça. Et puis vous avez
les autres, qui sont la plupart du temps soit d'approche socialiste ou d'approche despotique ou d'approche centralisée. Vous avez un système qui est décentralisé, l'autre qui est centralisé. Et vous avez un système qui fait confiance et l'autre qui a la défiance incarnée. Si vous n'êtes pas convaincu, vous allez regarder comment l'administration se comporte par rapport à vous quand vous avez un dossier où vous n'arrivez pas à vous en sortir. Elle ne vous fait jamais confiance. Au départ, vous avez tort. Et bien, ce matin même, j'ai regardé un papier qui est arrivé à la maison pour ma femme, je regardais le papier, c'est à elle à démontrer que. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes accusé. Dès le départ, elle accuse celui qui est en bas. Alors que celui qui est en bas, c'est soit celui qui en profite, soit celui qui subit, soit celui qui agit, c'est exactement. C'est une société qui est à l'envers. Et le principe de subsidiarité, c'est le principe de l'État fédéral. Et tout à l'heure, vous avez parlé avec talent de l'État fédéral, à travers ce que dit Altusius, mais l'État fédéral, c'est l'État personnaliste, en fait. Il respecte la personne. Et c'est là où on voit que le personnalisme, en tant que philosophie, le fédéralisme en tant qu'organisation politique, le principe de subsidiarité en tant que principe d'organisation, se rejoignent tous et vous permettent en fait de respecter la personne, non seulement de le respecter, mais de respecter l'autonomie de la personne. C'est de garantir de garantir la liberté d'entreprendre, mais de garantir aussi l'égalité des chances. C'est le seul système qui le fait. Et puis en face, vous avez un système qui est centralisé, lui, qui n'a rien à voir. Et que aujourd'hui, moi je pense que le combat de ce que j'appelle les personnalistes, entre guillemets, eh bien c'est le combat du principe de subsidiarité. Alors, dans sa pureté, ce sera le combat de l'État fédéral. Moi je suis fédéraliste. Hein. Parce qu'en fait, en plus, aujourd'hui, on a trompé l'Europe entière en expliquant que le fédéralisme, c'était la centralisation. Alors que c'est exactement l'inverse. Quand vous discutez dans une campagne électorale européenne et que vous dites que vous êtes fédéraliste, on dit ah, vous êtes pour que tout aille à Bruxelles. Je dis non, pas du tout, je suis l'inverse. Je suis pour que tout aille en bas. Et qu'à Bruxelles, il n'y ait que ce qui doit être à Bruxelles. C'est très très peu. Moi, je veux la diplomatie, peut-être la coordination de la défense, mais pas plus. Mais que je pense que la surveillance des marais ne doit pas être faite à Bruxelles. Que le marais qui est à côté de ma commune à Belay, qui est un marais, paraît-il, où il y a des plantes qui datent du Moyen-Âge, eh ben, je pense que c'est le maire de Belay, que j'ai été durant 25 ans, qui peut le mieux assurer la surveillance. Alors si on veut empêcher que le maire de Belay, s'il a bu un coup de trop, arrache les plantes, eh ben, on lui met un tout petit contrôle au-dessus. Mais il n'y a pas besoin d'avoir en fait un contrôle qui vienne de Bruxelles. Et que aujourd'hui, il y a toute une réflexion à avoir, c'est savoir, comment dans un pays comme la France on peut injecter, j'allais dire, des principes fédéraux, et je pense que c'est très important, dans le domaine éducatif, dans le domaine de l'organisation du territoire, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'organisation de la santé, etc., etc. Et vous apercevez que partout, si vous appliquez le principe de la confiance aux gens, de la responsabilité, et ensuite du principe de subsidiarité, vous arrivez à des choses plus efficaces qui sont peut-être moins clinquantes. Parce que ce qu'aime bien le despote ou le tyran, c'est que ça soit clinquant. C'est vrai que c'est pas clinquant de faire des petits trucs dans son petit coin, mais je réponds, moi, à la satisfaction des gens. Je cherche pas à faire un aéroport qui soit tellement beau qu'il est admiré du monde entier. Je me fous de ça. Je préfère 3 petits aéroports qui correspondent aux besoins des gens et qui ne soient pas clinquants, plutôt qu'un aéroport clinquant que tout le monde admire. Et le débat, par exemple, sur le TGV là, qui vient de s'ouvrir, moi je le comprends très très bien. Hein. Je ne sais pas si le TGV, en soi, c'est pas parce qu'on a un truc qui va très 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 vite, qui est le meilleur, mais qui dessert plus les petits pays.
qui oblige la fermeture de plein de gares, il y a un problème d'aménagement du territoire. Je pense que l'hubris est inverse du principe de subsidiarité. Or, comme je suis contre l'hubris, que je suis contre la démesure, que je suis pour les limites, eh ben, dans ce cas-là, oui, il va falloir qu'on y réfléchisse. Il faut qu'on soit nombreux. Alors vous allez me dire par où il faut s'y prendre. Hein, je vais faire un peu de politique, parce que moi, je ne peux pas m'en sortir. C'est ma nature. Eh ben, je pense que ça peut passer par les municipalités. Et j'en suis d'autant plus convaincu, c'est que je constate que ceux qui sont pour l'État-providence, ceux qui sont pour le despotisme éclairé, ceux qui sont pour un système qui ne fait pas confiance, sont en train de nous tuer, de nous casser les communes en France. Avec des structures intercommunales qui sont tellement grandes, moi j'en ai une, c'est celle de ma commune, où pour aller d'un bout à l'autre, maintenant il faut quasi une demi-journée. Donc c'est de la pure folie. Il n'y a plus de conseillers municipaux pour pouvoir gérer ça. Et que c'est là où on voit que la démesure est en train de casser tout un système de vie commune. Or, l'objectif d'un homme, d'un gestionnaire de commune, d'un homme politique, c'est d'organiser la vie commune avec ceux qui y vivent et en les respectant. Alors voilà tout ce que je voulais vous dire au début. Alors on m'a dit, mais dites-nous où ça se passe. Je vais vous dire où ça se passe. Quels sont les pays qu'on peut prendre comme exemple? Le meilleur exemple, le plus bel exemple, l'exemple quasi pur, c'est la Suisse. C'est un pays extraordinaire, puisque vous avez un pays où vous avez deux religions, le protestantisme et le catholicisme. C'est un pays où vous avez quatre langues, l'italien, l'allemand, le français et le roman. C'est un pays où vous avez des cantons qui sont très grands et d'autres qui sont très petits. Vous avez des cantons qui sont ruraux et d'autres qui sont urbains. C'est-à-dire que vous avez toutes les formes de vie possibles et qui, depuis maintenant, au mieux 2 siècles, à l'idéal même 10 siècles, vivent dans la concorde. Et vous vous apercevez que toutes les décisions sont prises par ceux qui les subissent ou ceux qui en profitent. Moi, je suis très frappé, j'habite à côté. Quand ils décident d'une autoroute, il y a un débat où toute la population est intéressée. Ils en discutent, ils discutent du tracé, ils discutent de l'utilité d'abord. Et puis ça met 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Oui, ça met du temps. Alors en France, on dit oh, ouais, ce temps perdu, etc. Vous avez tous les fonctionnaires qui gueulent, mais eux, quand ça se fait, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire qu'ils ont complètement intégré la véritable citoyenneté. Et quand ils décident, par exemple, est-ce qu'il faut faire un salaire minimum interprofessionnel garanti, ils font un débat, puis ils discutent du salaire minimum interprofessionnel garanti. Il y a les pour, il y a les contre. Ils analysent, ils éduquent. La politique, vous savez, la politique c'est de la pédagogie c'est de la répétition. Et eux, pour le SMIC, moi j'ai vécu ce débat avec eux parce que ça m'intéressait. Eux, ils ont un SMIC à 4 000 €, donc c'est intéressant de voir comment. Je me suis dit, ils vont tous accepter. Moi j'ai cru qu'ils allaient voter à 90%. Ils les ont refusés, hein, je vous précise. Ils ont refusé de mettre le SMIC parce qu'ils ont considéré que c'était de l'irresponsabilité et que que ça allait casser en fait leur politique contractuelle. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais ils ont fait des débats dans toutes les communes, dans toutes les entreprises. Il y avait pas, c'était pas un débat idéologique, c'était un débat et d'idées et de pratiques. Et vous avez ce pays-là qui a intégré plus d'immigrés par rapport à sa population que la France, qui a plus de naturalisés suisses à partir de ses immigrés que la France. Je parle en pourcentage. Mais comment il fait? Ben, quand des immigrés arrivent, il leur donne des règles. Ils leur disent ici, nous on a un contrat social. Et vous les voyez bien, les Suisses, ils parlent lentement, ils expliquent bien, ils expliquent leur contrat, ils disent voilà comment on vit. On se respecte, et puis ils expliquent bien. Et puis ils disent, ben, si tu ne respectes pas, nous on te raccompagne à la frontière. Mais si tu respectes, ben, ça va bien. Et ils lui disent, mais si tu veux même être naturalisé, tu peux. Simplement, on va réfléchir ensemble, ça prend 10 ans.
Mais durant les 10 années, c'est pas un fonctionnaire de Berne qui va surveiller. Comme en France, c'est un fonctionnaire en fait de Paris hein, qui fait ça en France. Eux, c'est pas un fonctionnaire de Berne, c'est la commission municipale d'intégration. C'est-à-dire dans chaque commune, il y a une commission qui est là et qui accompagne les immigrés. Et quand les immigrés, on va prendre un exemple très précis, les Bosniaques, parce que c'est eux qui ont reçu le plus de Bosniaques, eh bien quand les Bosniaques se mettaient tous ensemble dans un quartier, le maire allait les voir et leur disait, attendez, vous ne serez jamais naturalisés. Parce que comme vous faites du communautarisme, nous on n'en veut pas. Alors soit vous vous intégrez, en vous dispersant dans la commune, et dans ce cas-là, vous serez un jour naturalisé, dans 10 ans, mais vous serez un jour naturalisé, soit vous continuez comme ça, un, vous allez être ici provisoirement, et deux, vous ne serez jamais naturalisé. Ben, ils ont tout intégré. L'intégration, elle s'est faite naturellement. Et comme ils ont un système d'éducation qui lui est divers, ben, ils ont trouvé les places pour mettre les Bosniaques dans les écoles où ils pouvaient s'intégrer. Et puis comme ils ont un système d'éducation populaire qui est au point avec le scoutisme de toutes sortes, il y a le scoutisme protestant, catholique, unioniste et je sais pas quoi, ben, ils intègrent, et bien, ils ont reçu. C'est ce qu'on appelle le système fédéral. Alors si vous voulez lire des livres, il y en a, j'en ai amené là un, la Suisse. Lisez-le, vous verrez, vous avez envie d'être suisse à la fin, donc c'est clair. Hein. Donc c'est l'exemple type du principe de subsidiarité qui est à la base. Alors les gens vont vous dire, oui mais si vous ne parlez que du principe de subsidiarité et que des problèmes locaux, on oublie les problèmes nationaux, la générosité du monde, vous oubliez, la France elle a un rôle universel, elle doit porter les problèmes du monde, etc. Mais moi je ne suis pas convaincu. Moi je suis convaincu que la France doit porter les problèmes du monde, mais je pense que c'est pas parce que vous occupez de votre prochain qui est à côté de vous que vous allez oublier le prochain qui est loin. Et je pense que souvent on s'occupe du prochain qui est loin pour ne pas s'occuper du prochain qui est proche. Donc je pense effectivement que chaque nation a une vocation, et que la France a une vocation qui est différente de la Suisse, mais que ce n'est pas contradictoire avec le principe de subsidiarité. J'en suis d'autant plus convaincu que le deuxième pays que je vais vous donner, il n'est pas comme la Suisse. Et il marche parfaitement. En 1945, ce pays-là est sorti d'une période où ils ont vu ce qu'était le despotisme. Ils ont vu ce que c'était que l'idéologie totalitaire. Ils ont vu ce que c'était que le nazisme, c'est l'Allemagne. C'est un pays qui a vécu un enfer au sens propre du terme. Et en 1945, eh ben, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait? Alors là, ils ont eu des conseillers allemands. Il y a toute une école en Allemagne qui s'était créée depuis des années, qui est ce qu'on appelle l'école ordolibérale. J'ai le bouquin ici aussi. Et cette école ordolibérale, c'est une école qui a mis au point l'approche économique à travers le principe de subsidiarité. Et cette école ordolibérale, elle a pris le pouvoir, en fait. Elle n'a pas pris le pouvoir. Le chancelier Erhard, il n'était pas chancelier à l'époque, il était ministre de l'économie, leur a demandé d'être leur conseil, et ils ont lancé l'économie sociale allemande qui a donné cette révolution qu'on appelle le miracle allemand. Alors qu'est-ce que c'est que cette économie allemande? Par quoi elle se caractérise? Je vais vous donner 2 ou 3 illustrations, autrement on va être là encore durant des heures, surtout que j'ai un train moi après. Je vais vous donner 2 ou 3 illustrations. En Allemagne, vous avez la protection des petites et moyennes entreprises. En France, le rêve d'un pays despotique comme la France, c'est d'avoir le plus possible de grandes entreprises. Et quand vous discutez d'ailleurs avec les Français, ils vous disent notre fierté, c'est d'avoir ces grandes entreprises qui... Mais les Allemands, ils vous disent nous d'abord on en a des grandes, mais aussi on a toutes les petites qui sont d'une capacité de conquête de marché qui est extraordinaire. Mais c'est voulu chez eux. Par exemple, pour l'héritage, quand en Allemagne vous héritez d'une PME, si vous êtes le fils et que vous continuez la PME, vous avez une suspension des droits de succession. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, comme en France, obligé d'aller vendre votre entreprise pour pouvoir payer les droits de succession. Ce qui se passe en France. Et vous avez en fait un pays qui est complètement irrigué de petites et moyennes entreprises
Donc de gens qui sont, on en revient toujours là, proches de leurs salariés, proches de leurs consommateurs. C'est le principe de subsidiarité, tout ce qui peut être fait au plus proche de la personne est au plus proche de la personne. C'est la première dimension de cette économie. La deuxième, c'est qu'ils ont choisi un système fédéral. Et qu'ils ont choisi un système fédéral jusqu'au bout, puisque vous avez un État comme Brême qui est une ville, et vous avez un État comme la Bavière qui est une nation historique. Et bien ça marche. Alors vous allez me dire pourquoi ça marche. Parce que dans le principe de subsidiarité, vous avez autre chose qui est très très intéressant et qui est très très important. Dans un État centralisé, qu'est-ce qu'on fait? Quand on fait une réforme, on fait la réforme. Si elle est mauvaise, tout le monde se la paye et se la bouffe. Et puis le lendemain, on a mal au cœur. Tandis que dans un État fédéral, on fait une réforme dans un canton ou dans un État confédéré. Puis la réforme, elle a bien marché, à ce moment-là, on la généralise. Mais quand elle n'a pas mal marché, on ne la répète pas. On ferme le truc. Donc en fait, on a un système d'intelligence parce qu'on peut expérimenter sans perturber. Et que ça, mais quand en France vous expliquez ça, les gens vont vous dire, je vais vous donner la réponse qu'ils vont dire. Ah ouais, mais c'est l'inégalité. Ah, vous leur dites, ah bon? Bah oui, c'est l'inégalité. Ah, vous leur dites, que vous voulez l'échec partout, vous. Ah, vous dites, non, non, mais on veut la réussite partout tout de suite. Et c'est là le défaut français. C'est qu'il y a l'idéologie du despotisme éclairé et de l'État centralisé. Et l'un des problèmes, par rapport au principe de subsidiarité dans un pays comme la France, c'est qu'en France, on ne cherche pas l'égalité des chances, on cherche l'égalité des positions. Et que là, un jour, il faudra peut-être qu'on fasse une réunion ensemble, mais c'est tout le problème de qu'est-ce que l'égalité? Et si vous faites l'égalité des positions, ben c'est vrai que vous êtes obligé d'aller vers un système centralisé et despotique. Et que l'égalité des chances, qui est l'égalité qui respecte la personne, ça ne peut être qu'un système qui est décentralisé et qui applique le principe de subsidiarité. Donc ça, c'est le deuxième exemple. Le troisième exemple, c'est les États-Unis. Les États-Unis, vous constatez que le principe de subsidiarité recule. On peut s'interroger pourquoi. Il y a deux raisons, à mon avis. C'est moi qui... Je fais sur les sables mouvants, parce que c'est moi qui m'exprime. La première raison, c'est la guerre. Parce que la guerre oblige la centralisation. Et quand vous prenez l'histoire des États-Unis, vous apercevez que la centralisation a augmenté après la guerre de 14, 18, qui a réaugmenté après la guerre de 40, et que depuis la guerre de 40, les États-Unis sont tout le temps en guerre, en fait. Des guerres diverses et variées, mais ils sont toujours en état de guerre. Ça a été l'Afghanistan, ça a été le Vietnam, ça a été un certain nombre d'événements même très limités dans certains pays du monde, et que le système militaire oblige à une centralisation. Et que là, vous avez des industries qui s'en profitent. C'est ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel. Et toutes les industries qui tournent autour de la guerre, du militaire, provoquent la centralisation du pays. Donc, ça exige aussi que de temps en temps, on revienne et quand vous ayez des hommes politiques qui soient capables de recraquer. Puis deuxièmement, aux États-Unis, vous avez un système économique qui n'est pas du tout un système ordolibéral comme celui qu'analyse Patricia Comin. Vous avez un système qui est totalement libéral. Et le système totalement libéral vous amène à avoir deux choses qu'il faut absolument contrôler ou contrer. Vous avez les lobbies d'un côté et vous avez des concentrations industrielles de l'autre. Et ça, c'est inverse au principe de subsidiarité, puisque vous n'allez pas décider au plus proche, c'est des influences qui viennent d'ailleurs et qui empêchent même que vous décidiez au plus proche. Donc voilà le troisième exemple. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'il y a d'autres pays? Oui, il y a un autre pays qui a essayé de mettre en œuvre le principe de subsidiarité. Franck connaît bien, puisqu'on a étudié ça ensemble. C'est la Grande-Bretagne avec Cameron et la Big Society, qui a essayé de lancer un système, c'est pas un système fédéral, mais un système qui fasse confiance à la société civile pour un certain nombre d'activités.
Et c'est une expérience très intéressante qui, à mon avis, n'a pas abouti, mais qui pourra être remis à l'ordre du jour. C'est-à-dire qu'on n'agit pas sur les structures du pays, mais on agit sur l'organisation des services du pays. Alors ça peut être, par exemple, la vie culturelle que vous redonnez complètement en fait à la société civile, ça peut être l'éducation que vous redonnez complètement à la société civile, ça peut être le service des eaux et des ordures que vous donnez complètement à la société civile. C'est-à-dire qu'on met en place un système d'économie contractuelle qui est en fait, à mon avis, très intelligent, dur à gérer, à mon avis plus dur à gérer que le système fédéral, mais qui peut être en fait une voie pour des pays comme la France ou l'Angleterre, ou l'Espagne d'ailleurs, qui ont une tradition centralisatrice en fait assez forte. Moi personnellement, je pense que le principe de subsidiarité et les structures fédérales sont l'avenir de pays neufs comme l'Afrique, où vous avez encore des traditions tribales, des traditions de royauté locale, vous avez des traditions très très fortes, et où à force d'avoir voulu imposer un système de centralisation excessif, on a des guerres permanentes, parce qu'on ne tient pas compte en fait de la réalité locale. Et que je pense qu'on devrait y réfléchir pour ces pays-là, et que si on n'y réfléchit pas, on va en fait avoir demain des difficultés à gérer ces pays, parce qu'on est en train de leur casser leur structure traditionnelle, sans être capable de leur donner une structure de relais qui corresponde en fait à leur tradition. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire. J'ai beaucoup trop parlé. Je veux simplement vous dire que c'est un débat qui est important, puisque comme le dit Monsieur Faguet, Émile Faguet, l'auteur, c'est que la nature même d'une démocratie, c'est d'aller vers le despotisme éclairé. Et que la seule méthode pour pouvoir s'empêcher d'aller vers le despotisme éclairé, et Tocqueville le confirme aussi, c'est de mettre en place un respect intégral du principe de subsidiarité. Merci de m'avoir écouté.